Ce que je vous fais comme présentation, ça va être un petit diaporama très rapide. On m'a donné 9-10 minutes maximum, j'en prendrai pas plus. Le diaporama, il est en format PDF actuellement, mais il va vous être disponible. Je l'ai envoyé à Danny pour distribution, alors vous pourrez le voir, l'analyser après coup. Alors, je vais le partager sur Zoom. Ça va permettre à ce moment-là de mettre un ancrage visuel sur ce que vous allez voir et entendre. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Ça va? Oui? OK. Très rapidement, alors Test Canada, pour moi, c'était une nouvelle chose que j'ai appris il y a tout récemment, là, un peu cette volonté-là d'une compagnie de s'implanter dans votre région. Pour pouvoir, à partir d'éoliennes, produire de l'hydrogène et avec du CO2 et de l'hydrogène, produire du méthane. C'est une drôle de chose, tant qu'à moi. Comme ingénieur, voici ma vision des choses. Vous avez sûrement une impression que ça ressemble à un spaghetti. C'est un peu l'impression que je voulais laisser passer. C'est à peu près ça. C'est un spaghetti. Puis un spaghetti avec toutes sortes d'intras puis d'extras, des avants qui rentrent, des avants qui sortent. Puis dans ce qui sort, il y a beaucoup de pertes. Ça, c'est un des éléments qui est assez incroyable dans ce type de système-là. Alors, au départ, vous avez une éolienne. Cette éolienne-là va produire du courant électrique. Courant électrique qui va être envoyé dans un système pour faire l'électrolyse de l'eau. Électrolyse qui demande quand même des matériaux particuliers. Il faut de l'eau au départ, mais il faut aussi un électrolyte. Et à partir de là, on va avoir une séparation de l'eau en hydrogène-oxygène. Naturellement, le processus n'est pas gratuit. Il y a des pertes aussi à travers ça. On va regarder un petit peu plus tard ce que ça donne. À partir du moment où on a de l'hydrogène, c'est une molécule la plus petite qui existe. Il va falloir la compresser, la mettre dans des réservoirs. Ça demande beaucoup d'énergie parce que la densité est très, très faible. Donc, être capable de faire ça encore là, c'est de l'énergie électrique qu'il va falloir utiliser pour le mettre dans des réservoirs très particuliers parce que l'hydrogène a tendance à fuir très facilement. De là, il va falloir passer dans un système qu'on appelle un réacteur. Pour pouvoir utiliser un intra, ça va être du CO2 qui va venir de quelque part, on va regarder ça tout à l'heure, et de l'hydrogène. Les deux ensemble vont réagir à une certaine température et des pressions assez élevées pour produire à la sortie du méthane et un surplus d'eau, puis pour avoir aussi un peu de CO2 qui va ressortir. Ce méthane-là, il va falloir le séparer du reste, l'amener dans des conduites et l'intention, l'intention de Test Canada, c'est de faire à ce moment-là l'injection de méthane dans les conduites d'énergie, de gaz métro, l'ancien nom. Cette particularité-là fait en sorte que ce mélange-là, le méthane produit de façon, disons, artificielle, qui va se mélanger avec du gaz fossile qui va venir de l'Ouest canadien, va transiter dans les conduits de gaz métro, puis après ça, pouvoir être utilisé comme combustible, et donc encore là, avoir d'une part une émission de CO2, puis d'autre part, avoir encore d'autres pertes. Alors, on voit que le système, il est très complexe, puis ça, je l'ai simplifié. Hein. J'ai mis les grands morceaux simplement pour avoir les composantes principales, mais il y a quand même bien d'autres éléments qui se combinent à ça. Alors, on n'en parlera pas nécessairement pour pas vous emmerder à soir. Euh, les matériaux, juste vous dire, ça se fait pas tout seul, ça, toute cette installation. Ça demande énormément de matériaux. Juste vous donner quelques références. Une éolienne entre 3 et 5 mégawatts, donc 5 mégawatts, c'est des très grosses, à peu près 200 mètres de haut. Ça demande une base de béton qui demande entre 600 et 1000 tonnes de béton, puis 25 tonnes d'acier juste pour la base. Après ça, il y a une tour, le mât, construite en général en acier. Après ça, il y a un alternateur d'éolienne qui va produire le courant électrique. Ça va demander du cuivre, de l'aluminium. Ça va demander après ça des aimants très performants qui vont demander des métaux particuliers. Il va y avoir les pales qui sont en matériaux composites, des conduites électriques en cuivre puis en aluminium, l'électrolyseur qui va demander des électrodes sans doute en platine, compresseur, réservoir, réacteur, sabatier, tout ça. Ça demande donc beaucoup, beaucoup de matières premières pour faire tout ça.
C'est beaucoup d'investissement, mais c'est aussi de la matière, des minéraux qu'il faut pour faire ça. Puis, naturellement, il y a l'autre élément qui rentre, le CO2. Il vient de où, le CO2? Ça va être une problématique importante à questionner. S'il vient d'une source qu'on appelle biogénique, c'est-à-dire qu'il va venir de la combustion, par exemple, de bois, on peut supposer que le cycle naturel va faire en sorte que le CO2 a été capté dans l'air, va après ça être ramené dans l'arbre, va faire partie de la composition de l'arbre. De l'arbre, lorsqu'on le brûle à l'état de copeaux ou d'autres choses, va produire à ce moment-là du CO2 qu'on va séparer, parce qu'il n'y aura pas seulement du CO2 dans la combustion, il va y avoir de l'azote, il va y avoir de la vapeur d'eau et d'autres choses. Là, on va séparer le CO2 pour l'amener sous une forme de CO2 biogénique pour le réacteur pour faire donc le méthane. Mais toi, s'il vient du CO2 biogénique, c'est déjà moins pire, mais c'est pas sûr qu'il vienne de tout de là. Maintenant, tout ce beau système-là, si on regarde en termes de rendement énergétique, ça donne quoi? Si on prend par exemple ce qu'on appelle le e-fuel, c'est-à-dire le méthane produit par un système comme celui proposé par Test Canada, il faut prendre de l'énergie électrique, passer à travers un électrolyseur pour obtenir de l'hydrogène. De l'hydrogène, on va passer à ce moment-là à la fabrication du méthane. Donc, vous voyez qu'on perd beaucoup d'énergie. On perd à peu près déjà 30 à 40 d'énergie par l'électrolyseur et le système de compression. On en perd, j'ai sauté une, ok, on vient. On en perd aussi à travers le système de production de méthane et pour arriver au bout avec un rendement qui est relativement faible si on l'utilise directement comme combustible. Si on l'utilise à d'autres choses, c'est encore pire. Si on compare ça avec une utilisation purement électrique, on prend du courant électrique s'il vient d'éoliennes ou de panneaux solaires. Si en plus on prend des systèmes, par exemple pour le chauffage domestique, qui va utiliser des pompes à chaleur, on se retrouve avec une capacité d'augmenter la quantité d'énergie thermique à utiliser très, très haute. Donc, on va avoir, si on compare la filière de e-fuel ou de méthane fabriqué par rapport à la filière disons, d'électrification directe et de chauffage par pompe à chaleur, on peut avoir une différence entre 6 à 14 fois. Donc, la balance énergétique, on voit vraiment là, au détriment du méthane fabriqué de façon industrielle. Alors, c'est pour ça qu'un type de système comme ça, moi, je le trouve assez aberrant. Et ça, c'est une recherche qui a été faite en Allemagne il n'y a pas longtemps et qui démontre vraiment dans les différentes filières qu'est-ce qu'on peut avoir, puis vraiment où sont les pertes. Maintenant, à quoi ça peut servir de l'hydrogène fabriqué? Ben, on peut faire toutes sortes de choses, effectivement. On peut faire de l'ammoniac qui permet à ce moment-là de faire des engrais. On peut faire des matériaux plastiques, mais il me semble qu'il y en a déjà assez comme ça qui se baladent dans les océans. On devrait peut-être arrêter. Puis, on peut faire certains éléments qui peuvent avoir un certain sens, comme décarboner certaines productions métallurgiques, comme par exemple l'acier. On n'est pas encore là au Québec, mais en Europe, tranquillement, on s'en va vers ça. On peut faire du stockage d'énergie. Ça peut être intéressant pour certaines phases. Ça peut être un vecteur énergétique, comme dans le cas du méthane que Test Canada veut fabriquer. Puis moi, j'ai bien indiqué que c'est vraiment un très mauvais choix, tel que démontré par l'acétate d'Aval. Puis dans le transport lourd, dans l'autre vision de Test Canada, ce serait de pouvoir ramener de l'hydrogène vers des camions fonctionnant à l'hydrogène. Actuellement, au Québec, il n'y a pas de flotte qui fonctionne à l'hydrogène. Aux États-Unis, très, très peu. C'est surtout des flottes en circuit fermé. Il n'y a pas de réseau de distribution d'hydrogène, donc c'est quand même une optique ou une approche qui est fortement critiquable parce qu'il n'y a pas d'application actuelle pratique. Maintenant, à quoi ça peut servir encore? Ben, on va regarder qu'est-ce que Test Canada nous annonce comme affaire. Injecter dans le réseau d'énergie du méthane provenant de son usine permettrait, d'après Test Canada, de réduire de 800 000 tonnes par année de CO2 ou de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à peu près à 1% des émissions. Au Québec, on a 11 millions de tonnes de gaz à effet de serre qui proviennent de l'utilisation du gaz naturel qui vient de l'Ouest canadien.
Si au lieu de faire de l'hydrogène, puis après ça du méthane, on fait simplement une réduction du gaz naturel un peu partout, on peut réduire de 10% les émissions. Donc, on n'est pas à 1%, on serait à 10%. Injecter du méthane provenant donc de Test Canada implique de continuer à consommer du gaz naturel, du gaz fossile venant de l'Ouest, qui est un gaz très polluant à produire. Et en plus, ça continue à pénaliser un peu notre balance de paiement au niveau du Québec. L'utilisation dans le transport, ben, peu développée. Aux États-Unis, il y en a un petit peu qui commencent, mais on est quand même loin d'avoir une capacité de consommation de tout ce qui va être produit potentiellement par Test Canada. Maintenant, question à poser. Là, je me suis amusé à me dire, qu'est-ce que moi j'aimerais poser comme question à Test Canada? Euh, Puis en même temps, il faut voir que Test a un lien privilégié avec l'énergie. OK? Ils veulent injecter dans les conduits d'énergie les 2 tiers à peu près de la production d'hydrogène sous forme de méthane produit artificiellement. Sauf que Énergie appartient aux 3 quarts à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, tant qu'à moi, il faudrait que TES et Énergie nous mettent sur la table, en termes publics, dévoilent les contrats qui sont passés entre les deux, parce que ça nous appartient. Énergie nous appartient. Donc, il faut absolument qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se fait et est-ce que c'est vrai que c'est rentable pour les Québécois ou pas. Si un surplus d'électricité est produit par TES, est-ce que la compagnie va vendre cette énergie à Hydro-Québec, puis à quel prix? Ça, il faudrait le savoir. Est-ce que TES a évalué le taux de retour énergétique du système? Un taux de retour énergétique, c'est de calculer toute l'énergie que ça prend pour construire les installations puis la faire fonctionner, parce que ça demande de l'énergie interne, par rapport à l'énergie qui va être redonnée à la fin par la molécule de méthane fabriquée. Puis on soupçonne très fortement que ça ne sera pas un taux de retour énergétique vraiment médiocre. Après ça, quelle est la provenance du CO2? Le CO2, s'il est biogénique, c'est-à-dire venant de la combustion de produits de la nature du bois ou des choses comme ça, ben, il y en a pas tant que ça, hein. Dans votre coin, il y en a, mais je pense pas que ça soit la majorité, là. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui se chauffent au bois, mais vous n'allez pas avoir des canalisations qui vont partir de votre cheminée pour aller chez Test. Alors, où va se procurer le CO2 biogénique? On le sait pas. Il faudrait que Test nous le dise. Il faudrait qu'il y ait des contrats de signés. Il faudrait qu'ils puissent certifier dans long terme que le CO2 soit vraiment de type biogénique pour ne pas pénaliser encore plus les émissions de gaz à effet de serre. Puis, il faudrait savoir c'est quoi les fournisseurs puis les contrats. Puis, dernier élément, c'est qu'est-ce qu'il va faire Test pendant la saison d'été? Il va continuer à produire du méthane, mais on sait qu'au Québec, le méthane, pendant la saison d'été, on n'a presque pas besoin, parce que ça sert beaucoup pour le chauffage. Ben, ils vont continuer à produire, puis on n'aura pas d'utilisation à l'eau d'eau. Alors, à un moment donné, moi, j'ai comme des problèmes avec ce genre d'installation-là. Alors, je vais poser une série de questions. Vous avez sûrement d'autres questions que vous pouvez vous poser à vous-même, et après ça, qui serait intéressant à poser à Tess. Alors, pour moi, je voudrais arrêter là parce que je voudrais pas envahir tout le temps. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais on m'avait donné un petit 5 minutes de questionnement avec vous. Si vous avez des questions, ça serait le temps de les poser, là. Puis, comme j'ai dit au début, le diaporama va être disponible par l'intermédiaire de Dany. Merci pour votre écoute. Bruno, on Oui. demande c'est qui Test Canada? J'aimerais bien le savoir. Je sais qu'il y a un consortium, une partie des fonds, je pense, viennent de Belgique, une partie, Jean-Pierre, tu vas me dire si c'est vrai, si je dis pas de niaiserie, puis une partie du Québec par la famille, euh, c'est Chrétien et quelle autre famille? Des Power marais. Corporation. Des Ouais, marais, c'est ça. la Des famille des marais, c'est marais. ça. Jacques avait une question, la main élevée depuis tout à l'heure. Jacques, c'est quoi ta question? Oui, mais en fait, c'est pas une question, mais deux choses. Un, quand, euh, euh, quand Bruno parle d'éoliennes de plus de 200 mètres de haut, si vous êtes comme moi,
vous transférez en pieds et ça fait plus de 600 pieds de haut. C'est énorme. C'est des éoliennes énormes. Deux, quand je suis allé à Saint-Adelphe pour rencontrer les représentants de TES Canada, j'ai laissé dans leur boîte de questions 5 questions qui m'avaient été suggérées par Jean-Pierre Finet. Et quand j'ai laissé ces questions-là, on m'a assuré que j'aurais des réponses. Évidemment, j'ai jamais eu de réponse. TES Canada est très, très avare de ses connaissances et ne cherche pas du tout à partager. Ce qu'elle cherche à faire, ce que TES Canada cherche à faire, tant qu'à moi, c'est à vous dire tout est beau, tout est formidable, mais si vous posez des questions qui sont trop pointues, alors là, silence. Moi, c'est ce que j'ai eu. Jamais on n'a répondu aux questions que j'ai posées à Saint-Adelphe. Alors voilà, ça c'était mon commentaire pour ce soir et j'espère que les gens se laisseront pas impressionner par toute l'espèce de mise en scène que Test Canada fait autour de son projet. Si vous avez des questions, il faut les poser, mais surtout, il faut exiger des réponses. Merci, bonsoir. Je continue d'écouter. Donc, on pourrait y aller avec Jean-Pierre Finet. Jean-Pierre, quand tu veux. Ben, bonsoir tout le monde, merci de l'invitation. S'il y a quelque chose, même en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, Merci Dany d'avoir organisé ça. Je m'appelle Jean-Pierre Finet, F-I-N-E-T. Je suis analyste et porte-parole pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie, qui regroupe 9 associations environnementales, dont Nature Québec, Fondation Rivière, Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, qui est représenté par Bruno ici ce soir, entre autres, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, dont il y en a 9 en tout. Et on intervient, nous, principalement devant la Régie de l'énergie dans les causes d'Hydro-Québec et les causes d'Énergir. Et on intervient aussi dans les commissions parlementaires et devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, à peu près toutes les causes d'Hydro-Québec, les plans d'approvisionnement, les causes tarifaires, même chose pour Énergir, on intervient là-dedans. S'il y en a parmi vous qui lisent pas mal les journaux, vous avez peut-être pu remarquer que bon, la nouvelle est sortie pour l'annonce de TES Canada par Hélène Barry dans la presse. Et quand j'ai lu ça, moi, ça m'a mis en beau maudit, donc j'ai écrit à Hélène Barry. Et c'est moi qui a lancé l'alerte en disant que René Lévesque devrait se retourner dans sa tombe s'il voit ce genre de projet-là, que c'est, à mon avis, absolument pas légal, que ça ne respecte pas l'article 60, entre autres, de la loi sur la régie de l'énergie, qui dit que n'importe qui peut s'autoproduire sur son propre territoire ou de façon adjacente, si c'est un cas de biomasse, de façon adjacente à l'industrie. Et Pierre Fitzgibbon m'a contredit en disant que non, M. Finet n'a pas raison, c'est parfaitement légal. Sauf que vous remarquerez récemment, dans la semaine passée, un article de Thomas Gerbet dans Radio-Canada qui dit que là, maintenant, Monsieur le ministre veut modifier l'article 60 pour dire, ben finalement, l'autoproduction, ça va être possible à proximité de l'industrie. Donc, c'est ça. Au début, il disait que c'est légal, ça respecte la loi, puis là, ben, il semble dire qu'il faut modifier la loi. Moi, pour moi, ça représente une brèche au monopole d'Hydro-Québec. Donc, tant qu'à moi, c'est pas légal tel que monté en ce moment comme ça. Et ça, c'est sans compter là, ce que vous disiez tout à l'heure, Bruno, sur l'aspect
la production de gaz naturel synthétique ou du e-gas qui va être produit par TES, qui serait supposément vendu par Énergir. Dans les communications qu'on vous a servi à date, on vous a dit que oui, le tiers irait pour déplacer des combustibles fossiles dans le transport, ce qui est très douteux. Mais deuxièmement, on a dit que les 2 tiers de la production iraient pour être injectés dans le réseau d'Énergir dans le but d'alimenter des industries dont les procédés sont difficilement électrifiables. Ah ben, ça, ce sont des balivernes monumentales. Je vais vous donner un exemple. S'il y en a qui lisent la presse aussi l'été passé, quand il était question du prolongement de réseau de la ligne d'Énergir à Bécancour, la sous-ministre disait qu'il y avait des procédés qui étaient difficilement électrifiables à Bécancour et donc pour la fabrication de batteries. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait amener du gaz d'Énergir, la ligne d'Énergir. Donc, l'industrie a la possibilité de consommer du gaz naturel renouvelable déjà. Ils fabriquent des batteries qui disent vertes. Donc, mais ils fabriquent des batteries vertes, mais avec du gaz brun, avec du gaz fossile. Il n'y a pas 1 m3 de gaz naturel renouvelable qui est consommé à Bécancour présentement pour fabriquer des batteries de Hummer en passant, là, des batteries de Silverado. Donc, quand on vous dit que ça va être pour déplacer du gaz fossile par des industries qui peuvent pas s'électrifier, croyez-les pas, c'est pas vrai. Donc, et Fitzgibbon, lui, pour lui, c'est du bonbon parce que de un, il n'y a pas à investir et pour lui, ça va décarboner. Donc, il dit 1000 mégawatts pour 800 000 tonnes de réduction de GES. Attendez, vous avez rien vu. En passant, ça, c'est en réponse à un courriel de notre part qui a répondu ça. Le ministre Fitzgibbon est assez à pic. Et mais c'est une mauvaise idée à plusieurs égards. Je sais que ça règle pas votre problème d'acceptabilité sociale, mais l'acceptabilité sociale ne se résume pas qu'à votre territoire. Là, l'enjeu, c'en est un de dénationalisation de l'électricité au Québec. Et c'est pour ça que si vous lisez la presse, encore aujourd'hui, Hélène Berry avait un autre article là-dessus, Francis Veil aussi, à tous les bulletins de nouvelles, pratiquement à tous les jours, à la radio encore, j'ai donné une entrevue à Ferrandez vendredi dernier, même chose, c'est the talk of the town, tout le monde parle de la dénationalisation de l'électricité au Québec. Ce modèle d'autoproduction-là, ce n'est qu'une façade aussi parce que TES si c'est un fabricant d'hydrogène, TES n'est pas un opérateur de parc d'éoliennes, ni un opérateur de système solaire, de production solaire. À mon avis, le lendemain de l'inauguration du parc d'autoproduction, TES pourrait servir de bord et dire à Innergex ou Boralex ou d'autres fournisseurs comme ça, ben moi, c'est pas ma job, là, c'est pas ma business là, de gérer des éoliennes. Toi, achète mon parc de production puis vends-moi l'électricité. Donc là, ce que vous allez avoir, c'est les contrats d'achat d'électricité. Ce qui est question là avec Fitzgibbon et compagnie au cours des dernières journées, c'est donc 2 entreprises qui pourraient utiliser le transport d'Hydro-Québec ou leur propre réseau de transport, là, mais qui pourraient utiliser le transport d'Hydro-Québec et donc en conclure des ententes de gré à gré et ne pas finalement ni contribuer à la richesse collective via le rendement d'Hydro-Québec sur ses actifs, ni contribuer aux frais de décarbonation de l'économie du Québec. Et là, je vais essayer de pas prendre trop de temps, là, mais ce qu'il faut que vous compreniez de l'enjeu, c'est que il y a 30 000 mégawatts de puissance qui ont été demandés à Hydro-Québec et à Fitzgibbon et qui n'ont pas trouvé preneur. Si ces 30 000 mégawatts-là se mettent à s'autoproduire, c'est l'équivalent de 30 TES qui va s'installer sur le territoire et qui va accaparer les meilleures ressources naturelles de proximité pour leurs propres bénéfices. Donc, et tandis que nous, pendant ce temps-là, on a besoin de 137 TWh pour décarboner l'économie québécoise. Décarboner, entre autres, les transports avec les véhicules électriques, sortir le gaz puis le mazout des bâtiments, et même chose pour l'industrie.
Donc, cette énergie-là, là, va falloir aller la chercher quelque part. Et si l'autoproduction et les contrats d'achat accaparent toutes les meilleures terres, ben, nous, ça va nous coûter encore plus cher pour construire des lignes de transport pour aller chercher ça. Non seulement ça, ça va nous mettre en concurrence. Hydro-Québec va se mettre en concurrence avec le privé pour les mêmes fournisseurs d'énergie éolienne et solaire, là. Donc, ce qui va mettre une pression à la hausse sur les prix de l'éolienne. Donc, les tarifs vont augmenter pour tous pour de multiples raisons, en raison de cette concurrence. Mais en raison aussi du fait de la non-contribution de ces industries-là à l'effort collectif québécois. Je vais vous donner un exemple. Euh, on, Lors de la nationalisation, on a permis Alcan, à l'époque, on lui a donné 3000 mégawatts de puissance en retour de la création de 12 000 jobs. Il y en a 3500 aujourd'hui de ces jobs-là. Puis il va en avoir encore moins avec le procédé ELYSIS. Aujourd'hui, le prix de revient de Rio Tinto Alcan pour son électricité, c'est environ un demi-sou du kilowattheure. Donc, c'est déjà 10 fois moins cher que le tarif L en ce moment. Est-ce que Rio Tinto Alcan contribue via ses tarifs à la richesse collective du Québec? Donc, tu sais, les profits d'Hydro-Québec, les dividendes d'Hydro-Québec, ça sert à payer les hôpitaux, puis les écoles, etc. Ça contribue à l'effort collectif. Eux autres, ils payent pas via leur tarif, ils contribuent rien. Ils contribueront pas davantage aux frais de décarbonation du Québec, ce qui fait en sorte que nous tous devrons compenser pour la non-contribution de Alcan et des autres autoproducteurs et ceux qui se feront des contrats entre eux. Donc, c'est une façon de socialiser les dépenses et de privatiser les profits. Je vais arrêter là, puis donc c'est ça. Vous voyez mon côté plus politique, économique et réglementaire que technologique. Sur ça, ben, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ben, c'est un peu néophyte, mais ce que je comprends de ce que monsieur a dit, c'est que tout le projet d'éolienne, c'est une autoproduction pour fournir TES Canada. OK. Oui, c'est bien ça. Il y a 150 mégawatts qui vont venir d'Hydro-Québec, mais il y a 800 mégawatts de solaire, ce qui représente à peu près 140 éoliennes de 5 mégawatts, plus 200 mégawatts de solaire qui couvrent à peu près 1 kilomètre carré de territoire, si je ne m'abuse. Mais le 150 mégawatts d'Hydro-Québec, c'est justement pour assurer la fluctuation de l'énergie éolienne et solaire qui est beaucoup plus variable et intermittente. Donc, ça prend une base. Et quand Bruno parlait tout à l'heure des enjeux tarifaires, ben ça en est un. Si on sert d'équilibrage, et donc nous, on fournit la base, mais la base, ça vaut plus cher que de l'énergie intermittente. Donc, et si eux veulent rajouter leur surplus sur le réseau d'Hydro-Québec, ben salut Normand. Ils vont le faire ils vont le faire à quel prix? Est-ce qu'ils vont le faire au prix du marché ou est-ce qu'ils donc c'est ça, tu sais, pas sûr d'avoir un bon deal, là. Je pense que on est mieux servi avec Hydro-Québec en tant que propriété québécoise que de commencer à laisser tout un chacun s'autoproduire et nous être pognés avec la facture. Merci. Il y a Jacques, est-ce que tu veux parler? Ouais. Encore un commentaire. Quand je suis allé à Saint-Adelphe, j'ai discuté avec les représentants, évidemment, de TES Canada. Et une des choses que je leur ai posées comme question sur les lieux, c'est est-ce que vous pouvez garantir que l'énergie que vous allez produire va servir à des utilisations qu'on ne peut pas électrifier? Évidemment, ils ont pas pu me donner cette garantie-là. Et donc, ce qu'on peut attendre, puis là, je reprends un peu ce que Bruno disait, mais j'en ajoute, là, on va produire avec énormément de pertes de l'énergie qui, ultimement, va se retrouver dans les tuyaux pour une bonne partie, là, la majeure partie va se retrouver dans les tuyaux d'énergie pour chauffer des habitations ou chauffer
des résidences, des commerces, des institutions, toute, toute chose qu'on peut faire avec de l'hydroélectricité sans cette perte que Bruno vous a décrite tout à l'heure. Puis moi, c'est la question que je posais à TES Canada. Est-ce que vous pouvez me dire que l'énergie que vous allez produire va servir à des choses qu'on ne peut pas électrifier? Évidemment, la réponse, c'est on ne peut pas le garantir, c'est sûr, parce que la majeure partie de cette énergie-là va se retrouver dans les tuyaux d'énergie et va servir à chauffer des maisons, des hôpitaux, des ci, des ça, nommez-les des commerces, là, et c'est ça. C'est vraiment un point crucial dans l'affaire et moi, je pense que si on s'en tient à ça, c'est un projet qui est vraiment d'avance une grande perte pour l'ensemble des contribuables québécois. C'est tout ce que j'ai pour le moment à dire. Merci.